nous sommes en train de vivre la plus grave crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et l'aide apportée aux victimes est inédite. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, environ 5,5 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine, dont 3 millions identifiés comme ayant besoin d'une assistance humanitaire. Il faut remonter à l'entre-deux-guerres pour retrouver des chiffres aussi élevés. Cette crise sans précédent a donc entraîné des réactions exceptionnelles. L'aide mise en place dès le début des événements s'est tout de suite démarquée par son caractère inédit de particulier à particulier via les réseaux sociaux. Nous sommes donc partis en Pologne et en Ukraine pour observer l'aide humanitaire déployée et comment l'engagement se concrétise dans la vie de personnes habituellement extérieures au domaine. Cette solidarité inédite s'est donc mise en place très vite et Medica en est devenu le symbole. Village ferroviaire à la frontière ukrainienne, près de 6 réfugiés ukrainiens sur 10 ont fui la guerre par Medica. Diverses initiatives citoyennes se sont donc mises en place dans le monde entier pour envoyer des convois humanitaires en Pologne et en Ukraine. Nous avons alors pu rencontrer le gestionnaire du camp de Medica pour échanger sur la mise en place de cette solidarité européenne et mondiale. On avait énormément de monde. À l'époque, c'était entre 5 à 15 000 personnes qui passaient jusqu'à... Le record, c'était 22 000 personnes qui sont passées par cette frontière. Quand je suis arrivé, ça devait être, donc c'était déjà presque une semaine après la guerre, une semaine et demie après le début, plus ou moins, ça a commencé on a commencé à avoir plus de monde. C'était la deuxième ou vraiment la première vague normale, disons, de réfugiés, parce que quand quelqu'un était attaqué à Mariupol et il voulait s'échapper, il avait 1200 km à passer, donc il n'allait pas venir ici en une journée. Ça prenait une semaine ou 2 semaines à venir jusqu'ici pour eux. Et heureusement, c'était le moment où on a commencé à s'organiser, et petit à petit, on a commencé à mettre les tentes plus ou moins le long du passage, et on a commencé à répartir les tentes d'une façon plus ou moins logique, donc avoir l'aide médicale et tout ce qui est le plus important au début, et au fur et à mesure avec la nourriture et les dons pour les gens un peu plus loin. Et donc tout ça, ça s'est passé assez rapidement, ça devait être aux alentours du 10. Donc tout le village qu'on a maintenant, je pense que ça n'a pas mis plus de 3 jours à se former comme c'est maintenant. Avant on avait 3 tentes au rond-point qui étaient en haut. Et donc c'est comme ça que ça avait commencé. Là il y a combien d'ONG ? Aux alentours de 25, et on a plus de 90 tentes. Et comme beaucoup de volontaires présents sur place, il n'a aucune expérience antérieure dans l'humanitaire. Le gestionnaire de l'entièreté du site de Medica n'est pas un humanitaire de métier, il voulait simplement aider avec ses propres économies. Et effectivement, ce qui forme le tissu humanitaire sur place est un ensemble d'initiatives personnelles à l'échelle locale. Et c'est cela la vraie rupture avec les crises précédentes. C'est une solidarité à grande échelle, mais personnelle et peu coordonnée. Pour faire court, peu d'ONG d'envergure sont présentes. Il n'y a que des initiatives de petite envergure composées de pas plus de 5 personnes. L'aide est directe, sans détour, et les bénévoles ont le sentiment de vraiment aider, de donner du sens à leur action. Donc ici, ce ne sont que des petites ONG, souvent des initiatives personnelles qui sont présentes. 2 mois et demi après le début de l'invasion russe, en seconde ligne, les grosses ONG restent en retrait. L'essentiel des processus d'enregistrement et d'aide humanitaire sont faits par des petites ONG. L'ancien centre commercial abandonné, surnommé le Tesco, en est un bon exemple. Ici n'est présent que les petites ONG, l'État polonais n'assure que la sécurité des lieux et l'aide quotidienne humanitaire est faite par les petites ONG. Pour extrapoler le concept de James Scott, c'est une solidarité infrapolitique, échappant à l'État et les grosses institutions comme l'Organisation des Nations Unies ou le Comité international de la Croix-Rouge. Ces institutions se font d'ailleurs fortement critiquer par ces petites initiatives car trop peu présentes et hermétiques au dialogue. Passer par une grosse ONG prendrait bien plus de temps, et nous avons pu le constater. Dans la zone frontalière, les tentes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés étaient vides pendant les 4 jours de notre reportage. L'aide est donc de particulier à particulier.
tout se fait sur les réseaux sociaux. Les Ukrainiens eux-mêmes utilisent les outils de géolocalisation des applications sociales et contactent le compte des petites ONG qui leur répondent dans la minute. La personne qui distribue l'aide est la même qui l'achète, qui est contactée et qui se rend sur place. Une sorte de circuit court de l'aide humanitaire. Et pour illustrer ces propos, nous avons pu suivre l'ONG suédoise Operation Aid pendant 2 jours. Organisation de terrain à but non lucratif, l'ONG vise à aider les réfugiés ukrainiens sur la relocalisation en Suède, l'assistance lors des passages frontaliers ainsi que l'aide d'urgence en Pologne et en Ukraine. Accompagnés de volontaires canadiens et suédois, nous avons donc embarqué dans une vieille camionnette Volkswagen direction l'Ukraine pour savoir ce qu'ils font, comment et pourquoi ils aident. Tout commence à 6 h du matin. Il faut attendre les autorisations pour se rendre en Ukraine. On attend dans un lobby d'hôtel polonais à boire café sur café. Après 2 heures d'attente, les autorisations sont validées et les contacts sont prêts. Effectivement, durant la nuit, les bénévoles Nicolas et Vlada ont reçu des messages d'un centre psychiatrique isolé situé entre Lviv et Zolochiv, indiquant que la nourriture venait à manquer. Les bénévoles ont donc décidé d'acheter des denrées alimentaires en fonction des demandes du centre psychiatrique. On a acheté pour 800 $, de provisions. On a reçu quelle provision acheter d'une personne dans un centre. Elle nous a dit c'est quoi qui était le plus important pour eux. Okay. Donc c'est pas mal standard, c'est de la nourriture non périssable. Mais la satisfaction du départ n'est que de courte durée. Il faut attendre 4 heures pour passer la frontière, car l'Union européenne a enlevé des taxes baissant le prix des voitures. Des intéressés venus de toute l'Europe viennent alors jusqu'à la frontière pour passer en Ukraine et acheter leur voiture pour le quart du prix. Cette queue fait 16 km. Une fois arrivé au poste frontière, le passage de la frontière se fait en 4 étapes. Le passport control polonais, le custom control polonais, une zone franche et les mêmes étapes du côté ukrainien. Après des heures d'attente, la frontière est passée. Direction Zolochiv. En Ukraine, les routes sont endommagées, et en arrivant dans l'agglomération de Lviv, outre les barres d'immeubles soviétiques, la ville est barricadée. Il y a des checkpoints et barricades tous les kilomètres autour de la ville. Certains sont occupés, la plupart non. En bref, la ville est militarisée. Nous pouvons aussi observer des panneaux de propagande proposant de rejoindre l'armée et des drapeaux nationalistes ukrainiens. Après 3 heures de route, nous arrivons enfin à notre destination, la pension psychoneurologique de Rouchkiv, isolée depuis le début de la guerre. Située au milieu des champs, l'arrivée de l'aide humanitaire réchauffe les cœurs et nous sommes accueillis par des chants pour nous remercier. Durant la visite, la directrice nous explique que la chaîne d'approvisionnement du centre a été coupée en quelques heures au début de la guerre. Les nouveaux lits étaient faits en bois du jardin et certains médicaments venaient à manquer, comme les antidépresseurs et les neuroleptiques. Les malades se sont retrouvés en manque de nourriture et l'internat a dû accueillir 60 patients du Donbass en plus. Effectivement, beaucoup d'entre eux venaient d'autres régions du pays ciblées par les frappes russes et l'établissement se retrouva surchargé. Ces 8 femmes se sont donc retrouvées à devoir s'occuper de 230 patients. En raison de la guerre, le personnel soignant est réduit. Beaucoup d'employés ont fui le pays et le centre assurait tant bien que mal les activités et soins des patients. L'aide s'est donc organisée sur les réseaux sociaux en fonction des besoins du centre. Ça devrait durer 3 semaines, 1 mois. Okay. Ouais. Donc ils en avaient vraiment besoin, enfin ils en avaient besoin quand même un peu. Oui, ils en ont vraiment besoin parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rendent si loin pour les aider. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent venir ici. Lors de la distribution, Nicolas, le volontaire canadien, s'est confié sur le sens de son aide et de son engagement. J'ai une connexion personnelle au pays, à la culture, à travers ma femme et à travers mes amis. Donc ça m'a gravement affecté quand c'est arrivé. Et je pense que quand c'est arrivé, je savais que j'allais y aller. Je savais juste pas comment et quand et de quelle façon et qu'est-ce que j'allais faire. On a acheté un billet, on est venu ici et on a contacté des gens qui étaient sur place et on a fait des contacts et on a commencé à livrer des provisions à des gens qui en ont besoin. On va continuer de voir comment ça se passe et de
comment on peut aider de plus en plus, comment on peut aider d'autres façons. De par le caractère personnel et de particulier à particulier, les bénévoles ont beaucoup plus l'impression d'aider car ils sont présents sur toute la chaîne humanitaire. Au retour, direction la gare de Lviv, destination sûre, même si la semaine précédant notre reportage, elle a été bombardée et 7 personnes sont mortes. Ce qui est marquant, c'est qu'à Lviv, la vie est normale. C'est une ville en paix dans un pays en guerre. Les rues sont pleines, mais la ville est barricadée, sous les bombardements toutes les semaines, aidée par des associations purement philanthropiques émanant d'initiatives personnelles. Et c'est cela que nous retiendrons. Nous avons pu voir comment l'élan de solidarité internationale s'est concrétisé, comment, sur le terrain, de jeunes volontaires sans lien avec l'humanitaire ont tout quitté pour venir aider en Ukraine.